Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au podcast Godchar. Bienvenue après une petite absence qu'on va vous expliquer un peu plus tard, en fait. Mais quand même, cette semaine, vous aurez l'occasion d'entendre l'essai que j'ai fait de la Subaru WRX 2022. Et moi, je vais vous parler en partie aujourd'hui de mon voyage en Grèce, donc voilà une des raisons. Hein? Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard, et vous écoutez Godchar. Alors ben oui, William, on va expliquer aux gens qu'on a été absent pendant quelques temps. D'abord parce que toi, tu es allé en Grèce, mais, on va le dire, pas seulement pour des vacances, parce que tu en as aussi profité pour être un peu plus académique dans ta visite. Ben oui, c'est sûr, hein? Faut dire que c'est ce que j'étudie dans la vie. Je fais une maîtrise en études classiques, donc ça avait pas mal de sens pour moi d'y aller. Mais malgré tout, j'ai parlé plus de voitures que je ne croyais depuis la Grèce. J'ai vu plus de choses qui étaient pertinentes à notre podcast que j'aurais cru, hein? Donc, et ensuite, Ouais. je t'ai ramené en souvenir la deuxième raison pour laquelle on a Ouais. été absent. Effectivement, alors bien sûr, on a été tous victimes de la COVID, donc on a eu quelques jours, disons, de repos un peu forcés, mais là, ça va bien, on est de retour, et on est heureux de vous dire, en fait, que, effectivement, le Godchar, c'est là. D'ailleurs, on a une nouvelle adresse courriel, godchar.podcast@gmail.com. Si jamais vous avez des questions, ce sera la meilleure façon de nous rejoindre, bien sûr, à part de nos pages Facebook. Puis vous excuserez aussi la voix un peu enrouée peut-être pour la semaine. Ouais, c'est ça, mais ça, c'est pas grave, ça nous donne un petit côté, tu sais, mystérieux et... Non, t'es pas d'accord? Mais, Non, ok. Tu sais, à mon âge, William, on essaie tous les moyens pour avoir une meilleure impression, donner une meilleure impression de soi-même. je sais pas si ça va fonctionner. Non, ben, c'est ça. Ok, mais c'est pas, les gens ne nous voient pas. On m'a toujours dit que j'avais une belle face de radio. Euh, Puis moi, je retiens de ta face, donc... C'est ça. Bon, alors ceci étant dit, on va donc reparler plus sérieusement de la raison pour laquelle vous nous écoutez, c'est-à-dire l'automobile, bien sûr. Et moi, j'ai eu l'occasion, en début de mois, d'aller essayer la nouvelle WRX, excusez-moi, de Subaru 2022. C'est important de le mentionner parce qu'il n'y aura pas de STI en 2022. Hein. Subaru l'a mentionné, la STI va être réservée possiblement à une version électrique qui va arriver, on ne sait pas trop quand. On a quand même, d'ailleurs, petite note d'actualité, on a quand même fait un Forester STI, mais il est malheureusement réservé au Japon seulement. Alors, c'est un STI Sport, hein? Il faut faire la distinction. C'est un STI Sport, c'est-à-dire, c'est pas une version STI comme la WRX STI, mais c'est plutôt un trim, là, qu'on dit en anglais. Donc, c'est une version sportive, mais il n'y a pas d'amélioration en termes de moteur. C'est les suspensions qui ont une certaine amélioration, mais en soi, il n'y a pas d'amélioration au niveau du moteur, là. C'est pas comme, par exemple, la Solterra STI qui avait été dévoilée au Salon de l'Auto de Tokyo, qui ça est vraiment une version vraiment STI plus puissante. Donc, Ouais, bon, mais là, pour le moment, on n'aura pas ça. Et on ne l'aura pas non plus dans la version berline, puisqu'on se réserve uniquement la WRX. Et si je vous dis berline, c'est définitivement berline, parce qu'il n'y a pas non plus de version à haillons, la fameuse hatchback là, qu'on aimait bien. Malheureusement, elle ne sera pas reproduite au niveau sportif non plus. Vous vous dites, bon, mais pourquoi on a fait dans ce cas-là une WRX? Écoutez, je dois vous dire que j'ai été extrêmement impressionné de ce véhicule-là. On était dans la région de Kingston, en Ontario, sous une pluie torrentielle, on va le dire. Donc, on s'attendait, on savait pas trop, en tout cas moi je savais pas trop à quoi m'attendre. Finalement, on arrive là avec un nouveau véhicule complètement refait. Le look au départ, quand on le regardait sur les photos, me semblait un peu ordinaire. Hein? On va le dire, on n'avait pas été si enthousiaste par rapport au design. Finalement, dans la vraie vie, elle est beaucoup plus agréable à regarder. Elle a l'air beaucoup plus musclée qu'elle ne l'est dans la réalité. Et honnêtement, ils ont fait un bon travail. Même s'ils ont mis, dans la plupart des cas, des espèces de recouvrements de plastique par-dessus les arches de roue. Bon, au premier coup d'œil, ça donne un drôle de style. J'ai compris pourquoi l'après-midi, quand on est allé se promener dans le gravier,
Honnêtement, c'était bien apprécié les recouvrements protecteurs, mais dans l'ensemble, c'est vrai que ça donne un style un peu moins bien fini. On a quand même fait un effort, et ça, je sais, William, que tu apprécies ce genre de détails-là. Le recouvrement de plastique n'est pas qu'un simple recouvrement de plastique. Il n'est pas plat et uni comme on aurait pu s'y attendre. En fait, il y a des petites alvéoles, un peu comme une balle de golf. OK. Donc, l'idée, c'est qu'on veut vraiment que ça diminue la friction, parce qu'évidemment, ce genre de choses-là, normalement, met plus de friction. Donc, pour diminuer la friction, on le fait comme une balle de golf. La surface est un peu alvéolée. Bon, clairement, à 50 km/h, ça ne changera absolument rien dans la vie de personne. Je ne sais même pas à quelle vitesse ça va vraiment changer quelque chose. Mais en tout cas, l'effort est là, il faut bien le mentionner. Donc, je trouvais ça très amusant. La vraie particularité, c'est cependant sous le capot qu'on la retrouve, bien sûr, parce qu'on a oublié l'ancien moteur 2 litres qui était là. On arrive maintenant avec un moteur 2,4 litres, le même que celui de la Subaru Ascent, en fait, mais évidemment remanié un peu pour qu'il fasse 271 chevaux. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le couple qui était un peu plus pointu dans la version d'origine est maintenant beaucoup plus étendu. Donc, ça nous permet d'avoir un accès à la puissance plus longtemps et plus rapidement. Et ça, c'est vraiment, vraiment agréable. Ajoute à ça 2 transmissions. Au choix, tu as la boîte manuelle 6 vitesses. Moi, j'ai jamais été un fan de la boîte Subaru. Je trouve en fait que la boîte manuelle, elle est un peu molle. Les changements ne sont pas aussi mécaniques, ne sont pas aussi directs qu'on pourrait le souhaiter. Tu le sais, on a déjà eu une Subaru nous-mêmes. J'ai jamais tant apprécié cette transmission-là. On l'a un petit peu améliorée, mais je ne peux pas dire que c'est vraiment l'idéal. Par contre, on a doté la nouvelle WRX d'une boîte automatique qu'on appelle la SPT, pour Subaru Performance Transmission. Et là, les amateurs de conduite de performance vont capoter parce que je vais leur dire que moi, j'ai préféré l'automatique à la manuelle. Et pourtant, l'automatique, c'est une transmission qu'on appelle à variation continue, mais on ne va pas dire ça aux gens de Subaru qui se sont efforcés de ne jamais mentionner ce nom-là dans la présentation. Parce que tout le monde sait qu'une CVT, ça ne fait pas l'affaire de personne, surtout quand on parle d'un véhicule de performance, parce que ça a tendance à étirer les changements pour rien, alors que dans ce cas-ci, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. C'est vraiment mieux dosé. On a simulé des vraies vitesses et honnêtement, ça fait le travail de façon très, très, très efficace. C'est étonnant parce que d'habitude, je t'entends toujours dire à quel point tu n'apprécies pas vraiment l'expérience toutes les fois que tu conduis un véhicule avec une variation continue, donc... Ouais, tu as parfaitement raison. J'ai été moi-même le premier étonné. En fait, elle répond tellement bien que quand on est parti pour le faire un premier essai, on s'est demandé si c'était une automatique ordinaire ou une variation continue. OK. Parce qu'elle répond... Oui, elle est à ce point. Et tu peux la mettre en mode... Tu as des modes de conduite uniquement pour la boîte automatique, donc ça affecte uniquement les rapports de transmission. Là. Et tu peux la mettre en mode Sharp. Et en mode Sharp, elle répond extrêmement rapidement, aussi vite en montant qu'en rétrogradant. Tellement, en fait, qu'on nous dit qu'on l'a jumelée pour la comparer à ce qu'on appelle les DSG, les boîtes à double embrayage, qui sont notamment l'apanage de Volkswagen. Et honnêtement, ils ont très, très bien réussi. La mesure, elle est là tout à fait. Là, il n'y a aucun problème. Donc, de ce point de vue-là, on a vraiment bien réussi. Et on arrive avec un véhicule qui a des nouvelles suspensions, qui a une nouvelle tenue de route. Alors, sur le coup, quand on est parti, première randonnée du matin, on est un petit peu des routes sinueuses, un petit peu d'asphalte puis d'autoroute. Donc, ça va bien. Le véhicule est relativement silencieux et même si c'est un véhicule de performance, il fait quand même très bien le travail et on ne sent pas qu'on a vraiment de gros compromis à faire au niveau du confort. Tu aurais même été content. On a augmenté l'espace à l'arrière. Donc, tu aurais eu de la place pour tes grandes jambes. Génial. Ce qui est quand même pas... Oui, ce qui est quand même pas négligeable. Mais dans une WRX comme ça, en plus, on s'entend que l'espace, c'est une denrée rare. Effectivement, mais là, on a vraiment fait un bon travail là-dessus. On a même refait complètement l'intérieur. Nouveau système d'infodivertissement, un plus grand écran. C'est pas encore extrêmement stimulant comme intérieur, mais c'est définitivement mieux que c'était. Et ça, de ce point de vue-là, c'est agréable. Là où on a été vraiment surpris, mais vraiment surpris, c'est dans l'après-midi.
On nous avait dit que la WRX, finalement, c'était l'espèce de réincarnation de la voiture de rallye. On les trouvait très enthousiastes. On sait que les gens de marketing aiment beaucoup ce genre de déclaration-là, et on les croyait rien qu'un peu. Mais en après-midi, on nous a vraiment fait faire un parcours qui était digne d'être une étape de rallye, c'est-à-dire des petites routes vraiment pas larges, accidentées, monte, descend, des virages à gauche, à droite, sous la pluie, partie gravier, partie boue. Honnêtement, c'était assez stimulant. Bon, j'avais avec moi mon caméraman qui malheureusement souffre un petit peu du mal des transports. Mais toi, t'as dû triper. Moi, j'ai eu un fun fou. Je me suis amusé comme c'est pas permis. Vraiment, c'était agréable. La voiture se contrôle du bout des doigts. Elle a un bon freinage. T'es vraiment, le fait qu'on a le couple qui est admissible rapidement te permet de réaccélérer en virage pour bien te positionner. Écoute, honnêtement, là, ça a largement dépassé les attentes que j'avais. C'est un véhicule qui s'est avéré beaucoup plus efficace en conduite dynamique qu'on aurait pu l'espérer, et tout aussi agréable en conduite ordinaire, à l'exception des pneus. Hein. Les pneus qu'on nous avait mis, c'était des pneus Dunlop qui faisaient vraiment du bruit, puis on sait que tu es rendu un spécialiste du pneu, mais c'est vraiment, là, il était un peu plus bruyant qu'on l'aurait souhaité, surtout qu'on roulait souvent sur une chaussée mouillée. Donc ça, c'était un peu fatigant. Mais pour le reste, le véhicule, il est stable, il tient la route, il est agréable, il est dynamique et il est 42 000 $, qui est la version la plus équipée. OK, pour le plus équipé, 42 000. Ouais, 42 000, là, ça, c'est la version qu'on appelle Sport Tech, avec donc le grand écran, tous les systèmes électroniques embarqués, plus la transmission automatique. C'est ce que tu peux avoir de plus. Et on a mis sur les versions automatiques, pas sur les boîtes manuelles, mais sur les versions automatiques, le système EyeSight, qui est le fameux système d'aide à la conduite, là, ouais, de sécurité de Subaru, et avec une caméra. Or, il y a un petit défaut qu'on pensait avoir corrigé, mais il semble que non. Étonnamment, cette caméra-là, elle est capable de détecter les couleurs. OK, alors je te donne un exemple. C'est elle qui va régler, par exemple, le régulateur de vitesse intelligent. C'est elle qui va déterminer à quelle distance est la voiture qui te précède, puis elle va garder toujours cette même distance-là. Mais elle est capable de détecter quand les lumières à frein s'allument. Donc, en faisant ça, elle est capable de freiner elle-même et te garantir une condition plus agréable au niveau de la circulation et plus sécuritaire. Le problème, c'est qu'en détectant les couleurs, elle est aussi sensible à la lumière du soleil. Donc, quand tu as le soleil de face, même si c'est la 4e génération, même si elle est plus précise que jamais, quand tu as le soleil de face juste à la mauvaise hauteur pour t'aveugler un peu, ben, il aveugle aussi ton système EyeSight qui se désactive à ce moment-là. OK, au moins, il se désactive puis il commence pas à dysfonctionner, là. Non, c'est ça, il se désactive. Donc, en faisant ça, évidemment, tu es peut-être un peu moins en sécurité, mais dans l'ensemble, il fonctionne quand même assez bien. Alors ça, vraiment, c'est peut-être le seul défaut, mais pour le reste, sincèrement, oui, c'est un véhicule qui... Oui, les suspensions sont peut-être un peu sèches, évidemment, parce que c'est fait pour avoir une conduite un peu plus sportive. Donc, normalement, ces suspensions-là sont faites pour être plus rigides un peu, mais c'est pas complètement désagréable non plus. C'est pas inconfortable. Sur route pavée ou non pavée, ça fait tout à fait le travail. Bref, c'est une voiture que je n'aurais pas considérée comme une voiture que j'aurais pu m'acheter dans l'ancienne génération parce que je la trouvais trop tournée vers la performance, mais qui est devenue beaucoup plus homogène et beaucoup plus large dans son intervention. Et moi, j'irais m'en chercher une sans problème. Peut-être que c'est pas une bonne nouvelle pour Subaru parce qu'ils veulent attirer des conducteurs plus jeunes, mais moi, j'irais m'en chercher une. Je pense que c'est le genre d'auto que je pourrais conduire facilement tous les jours. Puis je pense qu'à ce prix-là aussi, on va définitivement attirer, que ce soit des jeunes ou des plus vieux avec un budget peut-être un peu plus serré, mais avec un prix comme ça, moi je pense que ça vaut la peine, là. Oui, effectivement, tu as bien raison. On est vraiment dans un prix qui est tout à fait compétitif et ma foi, fort intéressant pour les gens qui veulent une voiture de performance, mais aussi une voiture de tous les jours. Et une voiture qui est sécuritaire. Hein. On le rappelle, là, le rouage intégral de Subaru, la fameuse transmission intégrale à prise constante symétrique, hein, c'est de même que ça s'appelle.
est toujours une des plus efficaces, même en hiver, quand les conditions sont plus difficiles. Alors oui, honnêtement, ça vaut vraiment la peine et c'est le genre de véhicule que moi, j'aurais envie de considérer. Ceci étant dit, mon cher William, tu l'as dit, tu reviens d'un voyage en Grèce et tu es allé découvrir des choses, honnêtement, que je ne savais pas. Les Grecs font partie, qu'on le veuille ou non, du développement de l'histoire automobile. Oui, en fait, puis même moi, même en étudiant l'histoire grecque, il y a beaucoup de choses que je savais pas du tout, en fait. Et en fait, c'est spécifiquement dans un musée qui s'appelle le musée Kotsanas de la technologie. Donc, c'est à Athènes. Je suis resté à Athènes pendant presque tout le voyage, il faut dire. Puis, en fait, dans ce musée-là, il montre justement les avancées technologiques qu'ont fait les Grecs anciens. Puis, sincèrement, c'est très surprenant et c'est surtout plutôt impressionnant de savoir qu'il y a au-dessus de 2000 ans, déjà, les humains avaient compris certains des aspects qui, à ce jour, on utilise à chaque fois qu'on utilise la technologie de notre voiture. Donc, je vais donner un exemple. L'aéolosphère d'Héron. Voilà. C'est le premier... 2 secondes, là. C'est le 1er siècle de notre ère et en fait, c'est le premier moteur à vapeur. Donc, c'est une espèce de grosse boule de métal remplie d'eau qu'on faisait chauffer. Et ensuite, la vapeur montait dans 2 petites colonnes jusque dans une autre boule de métal qui est suspendue au-dessus et qui a 2 cheminées qui sont tournées de façon à faire sortir la vapeur et créer de la force qui fait tourner la sphère d'en haut. En fait, lorsque la vapeur est expulsée à travers les petites cheminées. Est-ce que ça servait à propulser quelque chose ou c'était juste un élément scientifique comme ça, puis on s'en est pas vraiment servi à des fins pratiques? On s'en est pas vraiment servi à des fins pratiques, malheureusement. Puis j'imagine que la puissance qui devait sortir de ça devait à peine être suffisante pour faire tourner la boule de métal en soi. En fait, la plupart des choses que je vais vous mentionner aujourd'hui, ça n'a aucunement été utilisé dans le transport. Là. C'est vraiment juste, ils ont découvert des concepts qu'on utilise à ce jour, mais quand même, hein, il faut comprendre que les pistons, par exemple, les pistons et les cylindres, c'est aussi les Grecs au 3e siècle avant, donc ça fait encore plus longtemps, un certain Ctésibios, et ça, on peut considérer ça un petit peu comme étant du transport, même si ça aidait pas en soi à la mobilité du chariot, mais c'était en fait une pompe à eau portable. Donc, en fait, c'était un petit peu comme une espèce de camion de pompier où c'était un chariot avec un bac rempli d'eau où, en fait, on pouvait utiliser cette pompe-là ailleurs, là, mais la version qu'ils nous ont montrée, c'était un chariot rempli d'eau et ensuite, avec la force de la pompe, donc dans les pistons et dans les cylindres, on s'est rendu compte que la pression que ça faisait permettait d'expulser l'eau à une certaine vélocité. Donc, les Grecs étaient conscients de la force qu'on pouvait avoir en faisant compresser un piston dans un cylindre. Donc, dans le fond, tous les systèmes hydrauliques qu'on a aujourd'hui, ça vient pas mal de là. Puis, à la même époque, c'est un certain Philon qui a fait une servante robotique. Et ça, dans un autre musée qui s'appelle l'Héracléidon, on a eu la chance de l'essayer, en fait, ce mécanisme-là. C'est vraiment intéressant. Mais en fait, c'est vraiment des trucs hydrauliques. C'est que tu mettais une coupe dans la main de cette femme-là et la puissance fait, dans le fond, la force, quand ça appuie sur sa main, active un mécanisme hydraulique qui commence en mettant une certaine quantité d'eau. Et quand il y a une certaine quantité d'eau dans le verre, ça active un autre système hydraulique et ça fait sortir du vin. Parce qu'il faut comprendre que les Grecs buvaient leur vin mélangé avec de l'eau, là. Donc, c'était une espèce de vin concentré qui mélangeait dans de l'eau. Donc, ça fait sortir une certaine quantité d'eau, puis ensuite, ça fait sortir une certaine quantité de vin calculé à l'avance à l'aide de systèmes hydrauliques. Donc, c'est des valves qui fonctionnaient avec simplement la force que ça avait dans sa main. Wow, OK. Attends, je suis un peu impressionné. Là, on parle de quelque chose de... Il y a des milliers d'années. C'est fascinant, là. Ben, c'est très impressionnant, en effet. En fait, je vais te dire ceux qui m'impressionnaient le plus dans quelques secondes, mais il y a littéralement au musée Kotsanas là, un diagramme d'une voiture qui montre
toutes les différentes parties d'une voiture et d'où est-ce que ça vient, en gros. Donc, on a aussi un certain Dionysios qui a fait une catapulte, donc en gros une grosse arbalète, là, avec une chaîne qui était capable de charger plusieurs projectiles, dans le fond, un peu comme une mitraillette moderne. Et ben voilà, hein, c'est ce qu'ils appellent sprockets en anglais, j'ai pas le terme. Ouais. T'as-tu le terme en français, toi? Non, pas vraiment. Mais dans le fond, c'est ça, c'est les chaînes, en fait, qui, à ce jour, permettent de faire rouler nos systèmes mécaniques. Puis aussi... Des pignons. Les pignons, voilà, merci beaucoup. Donc, c'était avec un système de pignons. Il y avait même une horloge qui fonctionnait avec un système hydraulique, bien sûr, mais avec un système, cette fois-là, d'engrenage. Donc, vraiment le même principe que l'horlogerie moderne et aussi les engrenages qui se trouvent à l'intérieur, bien sûr, de chacun des moteurs de toutes les voitures au monde. Mais moi, ce qui m'a franchement impressionné, c'est plutôt le système de poulies et de courroies, en fait. Donc, encore une fois, pour les moteurs modernes, c'est essentiel. Mais eux, ce qu'ils faisaient, c'était plutôt un théâtre automatique. C'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est-à-dire, en fait, il y en a deux modèles un peu, là. Il y en a un autre que c'est plutôt un truc de marionnette, mais en fait, les deux fonctionnent de la même façon. Où, en fait, on programmait, c'est comme une espèce de boîte, un petit théâtre de marionnettes, mais on programmait à l'avance, avec des cordes, en fait, tendues de différentes façons, des spectacles de marionnettes. Et donc, on avait une machine qui était capable de littéralement se déplacer. Donc, elle sortait de l'arrière-scène, elle roulait toute seule pour aller en plein milieu de la scène. Quand elle arrivait en plein milieu de la scène, les personnages se mettent à tourner sur le dessus. Il y a de l'eau qui en sort avec un système hydraulique. Il y a du feu qui part à un moment donné qui fait brûler une espèce d'offrande. Ensuite, les personnages retournent dans l'autre sens et elle va se replacer en arrière-scène automatiquement à l'aide d'un système de poulies et de courroies. Toujours automatisé, là. Il n'y a personne qui manipule au fur et à mesure. Aucunement. En fait, il faut juste la crinquer, si on me pardonne l'expression à l'avance. Il faut juste enrouler la corde d'une certaine façon et ensuite, c'est le système mécanique de poulie, du même genre qu'on retrouve dans les moteurs, qui est capable, après ça, de faire... Voilà, sortir ça par soi-même, un peu comme un autopilote, là. Donc, Tesla n'a rien inventé. OK, impressionnant. Mais je pense que moi, l'invention dont tu m'as parlé qui m'a impressionné le plus, c'est l'odomètre. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié celle-là, mais en fait, ça, c'est encore plus ancien, hein? On parle, encore une fois, du 3e siècle avant, donc au-dessus de 2200 ans. Puis, en fait, ça fonctionne exactement de la même façon qu'un odomètre moderne, où on a à l'intérieur des engrenages, et en fait, on sait le diamètre de la roue, donc en fait, on sait sa circonférence, et selon le nombre de tours que fait la roue, il y avait des cadrans sur le dessus de la machine qui tournaient et qui indiquaient la distance parcourue. Donc, c'est exactement comme ça que fonctionne le compteur à l'intérieur de toutes les voitures à ce jour. On sait c'est quoi le diamètre et donc la circonférence de la roue. Et selon le nombre de tours qu'on fait, eh bien, on est capable de savoir la distance qu'on roule. Et en fait, c'est d'ailleurs l'importance d'avoir des pneus adaptés et de bonne taille pour ces roues, parce que si on met des roues plus grosses ou plus petites sur une voiture qui croit que ces roues ont un certain diamètre, et bien on va juste complètement fausser, voilà le terme, on va complètement fausser le calcul de l'odomètre, puis on va se ramasser avec des chiffres qui n'ont pas de bon sens. Donc quand même fou de savoir que c'est Archimède au 3e siècle avant qui avait déjà eu cette idée-là. Faut quand même le faire, là. On parle d'inventions qui ont des retombées directes dans le monde automobile et dans toutes sortes d'autres applications aussi, évidemment, là, aujourd'hui. Mais on parle de 3 siècles avant Jésus-Christ. C'est assez impressionnant. C'est sûr que si on cherche, il y a peut-être d'autres civilisations qui ont fait des choses similaires, là, mais j'étais en Grèce. Bon. C'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, on va en profiter pour dire tout de suite que la semaine prochaine, tu vas revenir sur ton voyage en Grèce, mais pour un autre angle qui va être définitivement plus automobile, parce que tu es aussi allé visiter le musée hellénique de l'automobile, donc un musée d'auto directement à Athènes. Ouais, une grosse collection de voitures, j'ai bien hâte d'en parler. C'était aussi assez impressionnant, mais là, on parle plus de voitures que les gens vont pouvoir reconnaître. Là, on parle moins de Héron et de Archimède, là.
Effectivement. Écoute, ceci étant dit, la technologie, c'est bien, mais je pense que ça commence à montrer que ça a ses limites. Euh, Parce que je voulais vous parler de quelque chose, un classement qui a été publié il y a quelques heures à peine, et c'est le classement J.D. Power de l'indice de qualité initiale. Pourquoi le lien sur la technologie? C'est parce que l'indice de qualité initiale, c'est une étude qui est faite par J.D. Power chaque année où on prend un certain nombre de personnes. Dans ce cas-ci, on parle de plus de 86 000 répondants, ce qui est quand même pas rien. Et on évalue les différentes voitures quand ils sont... Ce sont des gens qui sont propriétaires de leur voiture depuis 3 mois. Et on leur demande quels sont les problèmes qu'ils ont eus, si les problèmes ils ont eus, avec leur véhicule. Or, ce qu'on se rend compte, c'est que de plus en plus, c'est la technologie qui pose problème, puisque les gros problèmes actuellement, c'est quoi? C'est les systèmes d'infodivertissement, les aides à la conduite et les véhicules électriques et à batterie, qui sont les voitures qui ont eu le plus de difficultés. Donc, la technologie, elle n'est pas encore tout à fait au point, et c'est celle qui cause le plus de soucis aux gens. Malgré tout, il y a quand même d'excellents résultats, il faut le dire. C'est Buick qui s'est classé au premier rang cette année, ce qui est quand même surprenant, là, mais la façon dont ça fonctionne, c'est qu'ils calculent le nombre de problèmes par 100 véhicules. OK? Donc, mais des problèmes, c'est pas toujours des problèmes majeurs, là. Des fois, ça peut être juste un problème de Bluetooth ou quelque chose comme ça qui nécessite une intervention pour être réparé. Donc, on calcule le nombre de problèmes par véhicule. Buick en a eu 139 pour 100 véhicules. OK? Ça, c'est les meilleurs dans les véhicules qu'on pourrait appeler pour monsieur, madame, tout le monde. Dodge est au 2e rang, Chevrolet au 3e rang, Genesis 4e et Kia 5e. Quand même, c'est une pas pire nouvelle quand on regarde tout ça. La moyenne de l'industrie, elle est à 180 problèmes pour 100 véhicules. Quand même, c'est presque 2 problèmes par véhicule. Mais évidemment, tu auras compris que là-dedans, il y en a qui ont des moins bons résultats. Et les 5 derniers, ben, c'est Volkswagen à 230, c'est Audi à 239, c'est Maserati à 255, Volvo 256 et Chrysler à 265. Quand tu t'achètes une Maserati, il me semble que... Ouais, une Volvo aussi. Ouais, c'est sûr. Mais, tu sais, Maserati, le nom... Ouais. Mais, pour ton information, sache que Tesla est à 226 et Polestar est encore plus haut à 328. Mais dans les deux cas, Tesla n'a pas donné tous les détails, donc ils ne font pas partie de l'étude à proprement parler. Et Polestar, il n'y a pas assez de propriétaires encore pour considérer que les résultats sont valables d'un point de vue mathématique. Là, on estime que ça aurait pris plus de personnes que ça. Donc, je vous invite à aller consulter ça. Ça s'appelle l'indice de qualité initiale. C'est assez intéressant parce que ça, on a souvent tendance à croire que certaines compagnies, par exemple, je sais pas moi, les Coréens, les gens ont tendance à avoir un peu peur de ça en disant ouais, mais peut-être que. Non, c'est une compagnie, ça va super bien. Là. Kia est au 5e rang, juste derrière Genesis, qui est aussi une version de Hyundai. Donc, quand même, ça va pas trop mal. La Hyundai Accent aussi qui gagne sa catégorie de petites voitures. Exactement. La voiture celle qui a gagné le plus, qui a eu le meilleur score, c'est la Chevrolet Corvette. Chevrolet revient beaucoup, hein. On a la Chevrolet Corvette, on a la Chevrolet Malibu aussi. Oui, alors la Corvette, c'est la voiture qui a gagné le plus. Donc, c'est vraiment la voiture qu'il faut à surveiller, semble-t-il, puisque c'est celle qui est la bonne. J'ai une question pour toi. Ah oui, donc. 1,8 problèmes par voiture, là. C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Oui, c'est beaucoup. Puis non, c'est pas beaucoup. Je m'explique. Il faut voir quelles sont la nature des problèmes qui sont désignés. Tu sais, si tu as un problème à jumeler ton téléphone Bluetooth, c'est pas trop grave. Si ta voiture ne démarre pas, c'est un autre problème. Alors, tu vois, souvent, c'est que les problèmes qui ont été soulevés au fil des ans dans l'indice de qualité initiale étaient des problèmes qui étaient liés beaucoup au système électronique, les systèmes Bluetooth. Ford a eu très, très mauvaise réputation pendant plusieurs années à cause de son système Sync. Là, aujourd'hui, Sync, c'est un des meilleurs sur le marché, mais à l'époque, c'était un des plus compliqués puis un de ceux qui marchaient le moins bien. Donc, Ford a eu des gros problèmes de cette nature-là. Donc, ça a été
Vraiment, là. Donc, oui, c'est beaucoup parce que ça l'a augmenté par rapport à l'année passée. C'est surtout ça qui est la difficulté. Mais il faut savoir que la pandémie, l'absence de microprocesseurs dans bien des cas, fait que plusieurs fonctions marchent moins dans les voitures. Puis les gens, évidemment, qui achètent une voiture avec une fonction qui ne marche pas, ben ça fait partie des problèmes qu'on soulève, là. T'sais, si tu vas t'acheter un GM, ça se peut, par exemple, que ton siège chauffant ne fonctionne pas. Parce que, ben non, malheureusement, le microprocesseur, il n'est pas là. Fait que, quand on est allé à New York avec le Chevrolet Equinox, ta mère aurait beaucoup apprécié avoir les sièges chauffants. Malheureusement, il n'était pas activé, faute de microprocesseur. Éventuellement, quand les microprocesseurs vont être reconduits, ben là, tout va être réparé, mais pour le moment, on n'est pas là. Hey, en terminant, William, je veux faire une petite montée de lait. Je suis pas content. Vas-y, dis-nous ça. Petro-Canada, qui a un réseau de bornes qui est déjà un peu élémentaire. Par contre, rapide, 350 kW pour les bornes de recharge électrique, c'est super rapide. Ils viennent d'augmenter le tarif, OK? Et je ne comprends pas pourquoi. Alors, si quelqu'un a la moindre explication logique, s'il vous plaît, dites-le moi. J'ai aucune idée. On est la province où le kilowattheure d'électricité est le moins dispendieux au Canada. Et maintenant, on est la province où Petro-Canada charge le plus cher à 45 sous la minute pour recharger. Même en Ontario, c'est 33 sous. En Colombie-Britannique, c'est 27 sous. 25 sous au Nouveau-Brunswick. Et nous, on est à 45 sous la minute de recharge. Tout simplement parce que oui, le circuit électrique a augmenté ses tarifs, alors j'imagine que Petro-Canada a voulu faire de même, mais il y a un jour, il va falloir que quelqu'un m'explique pourquoi on a augmenté ces tarifs-là de façon... Écoute, c'est une augmentation de 125% du tarif qui était en vigueur auparavant. Alors, j'ai pris la décision que même si j'allais souvent chez Petro-Canada pour recharger ma voiture, je n'irai plus, à moins qu'on ait une explication logique quant au coût d'augmentation des coûts qui ont été faits. Mais en même temps, ça prend combien de temps sur une borne 350 kW comme ça, rechargée à peu près? Ça dépend de la voiture que tu as. C'est sûr que certaines voitures ne sont pas capables d'absorber ça. Oui, si tu y vas avec une Ioniq 5 ou une Kia EV6, ce sont des voitures qui ont des architectures 800 volts, donc qui sont beaucoup plus rapides, qui vont être capables en peut-être 20 minutes, 25 minutes de recharger jusqu'à 80%. Par contre, si tu y vas avec une Chevrolet Bolt, parce que c'est la seule borne qu'il y a, la Bolt, elle ne sera pas capable de prendre les 350 kW. Fait que ça va y prendre le même temps sur la 350 que ça va y prendre sur une 50. Là. T'es limité par la capacité de la voiture et non pas par la capacité de la borne dans ce cas-là. Est-ce que c'est un type de borne qui est accepté par la plupart des voitures, tu dirais? Les 350 kW, pas encore. On va y arriver. Tu vois, le circuit électrique n'en a même pas des 350 kW encore. Le circuit public, généré entre autres par Hydro-Québec, n'a pas ce genre de borne-là jusqu'à maintenant. On est à des 100, puis là, on commence à avoir quelques versions plus rapides un peu. Sauf que moi, comme je te dis, j'apprécie le service, mais pourquoi est-ce qu'au Québec, on a plus que doublé le tarif, ou presque doublé le tarif, alors que ailleurs, on ne l'a pas fait, et que c'est pourtant les mêmes bornes, la même vitesse et le même réseau, et que c'est encore au Québec que l'électricité est la moins chère? Ben, un jour, quelqu'un va devoir m'expliquer. Ouais, c'est comme pour l'essence, hein. Je veux dire, c'est que ça va avec l'inflation, te dit la compagnie qui fait des profits records. Exactement. Voilà. Je n'aurais pas pu mieux dire, mon cher. Alors, écoute, c'est ça qui met fin à ce retour de Gotchard de ce podcast. On vous invite, bien sûr. On a encore des petits problèmes avec le RSS. Vous allez peut-être nous retrouver sous Ça Roule Radio toujours. Sinon, c'est Gotchard. Bien sûr, on vous invite, si vous avez des questions, à nous poser des questions sur Facebook, William ou moi. Bien sûr, Ça Roule Radio qui change de nom, Gotchard, bientôt sur la page Facebook. Vous avez, je vous l'ai dit, une nouvelle adresse courriel qui s'appelle gotchard.podcast@gmail.com. Évidemment, on va se faire un plaisir de vous répondre. Et vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast. Hein? J'ai appris qu'on était aussi sur Apple Podcast et sur toutes les autres plateformes de téléchargement sur lesquelles vous écoutez vos podcasts préférés. Alors, mon cher William, sur ce, on va se dire, on va aller se soigner encore un petit peu. Bonne semaine, on revient la semaine prochaine. Bonne semaine, je vais aller prendre mon sirop.
Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.